Conformité et éthique dans le domaine de la santé, c'est quoi? Quels sont les challenges? Quelles sont les personnes, les parties prenantes concernées par l'éthique et les compliance en matière de santé de façon générale en Tunisie ou à l'étranger? Les médecins, les structures de la santé, les pharmaciens, les industriels pharmaceutiques. Comment ça se passe? À quel point en Tunisie on est en train de respecter les normes éthiques et de conformité pour pouvoir exercer, offrir une médecine dans les règles de l'art, mais en respectant toutes les normes locales et internationales? Quels sont les challenges pour les secteurs pharmaceutiques si on veut cibler un marché export qui exige de l'autre côté le respect de la conformité et de l'éthique? Alors, pour parler de ce sujet très très intéressant, tout ce qui est conformité et éthique, on a le plaisir et l'honneur d'avoir avec nous aujourd'hui Madame Hana Haikila Tekaya, qui est juriste à la base et qui travaille dans le secteur et dans l'activité de conformité et éthique depuis un peu plus de 15 ans, plusieurs cartes et une bonne partie en secteur pharmaceutique. Bienvenue, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup. Alors, comment on peut présenter, qu'est-ce qu'on peut savoir sur Madame Hana? Voilà, donc déjà, Selim, tu as présenté, on va dire, le plus important. Donc, je m'appelle Hanna Heikila, épouse Tekaya, voilà, d'origine finlandaise, basée en Tunisie depuis fin 2008. Et j'ai commencé mon parcours dans la compliance juste après la révolution en 2011, dans le secteur électrique, électromécanique, dans une multinationale. Et par la suite, j'ai pris le poste de compliance manager dans une multinationale pharmaceutique. À un moment donné, j'étais responsable pour une région qui comptait environ 11 pays, allant du Maroc jusqu'en Iran. Donc une région très intéressante. Et là, actuellement, je suis en train de m'orienter plus vers le conseil en matière de la compliance et aussi en ma deuxième passion qui est le bien-être au travail. Alors, comment on peut définir tout ce qui est conformité ou éthique d'une façon générale, en particulier en santé, peut-être un focus sur votre spécialité, le secteur pharmaceutique? Voilà, donc la compliance, elle compte deux volets. Donc, bon, là, on utilise le mot compliance, c'est le mot anglais. En français, ça veut dire conformité. Et quand on parle de la conformité, on parle tout d'abord d'une conformité aux lois, aux réglementations, aux règles qui gèrent un secteur. Donc, dans notre cas, maintenant, le secteur pharmaceutique. Tout ce qui, en fait, nous montre comment agir dans le secteur pharma, dans les différentes activités. Donc là, on est en train de suivre des règles. C'est une approche orientée règles. Et le deuxième volet est plutôt basé sur des valeurs. Là, on parle du volet éthique. Donc, c'est plus mon comportement. Est-ce qu'il est éthique? Est-ce qu'il est en train de respecter les valeurs du secteur, les valeurs de l'entreprise, les valeurs en général dans la société. Et parce qu'il faut savoir, c'est ce qu'on regarde dans le domaine de la compliance, c'est est-ce qu'une activité respecte les règles et est-ce qu'elle respecte aussi l'éthique. Donc quelque chose peut être conforme aux règles, mais elle n'est pas forcément éthique. Donc peut-être je peux le faire, mais est-ce que je devrais le faire? C'est ça la question qu'on se pose. Et dans le pharmaceutique, il y a plusieurs intervenants. L'activité elle est très complexe. C'est ce qui est très important de savoir et qui rend la question encore plus importante, c'est le patient. Donc, le travail du secteur de la santé, du secteur pharmaceutique, c'est vraiment orienté patient. Donc là, le volet éthique il devient toujours très important, où il faut vraiment regarder très précisément qu'est-ce qu'on est en train de faire
et est-ce qu'on est en train, en fait, de faire du bien aux patients? C'est ça la question clé qu'on se pose dans la compliance. Donc, pour simplifier ou résumer, comme base de notre discussion, quand on parle de conformité, c'est la règle. Quand on parle de éthique, c'est les valeurs. Donc, règles et valeurs, on va essayer de balancer entre ces deux dimensions. Vous avez commencé par le plus important, c'est le patient, parce que toutes ces discussions ou tout cet intérêt d'évoquer ce sujet, c'est de bien servir le patient dans de bonnes règles en respectant les bonnes valeurs. Alors, toute cette discussion, elle prend de l'importance pour le patient. Comment on va servir le patient avec les bonnes règles en respectant les vraies valeurs. Donc, vous avez commencé par le patient, mais en plus du patient, quelles sont les autres parties prenantes qui interfèrent et qui ont un rôle d'une façon ou d'une autre, direct, indirect, dans la question conformité et éthique. Donc là, on peut regarder vraiment une très grande, on va dire, base. Donc, on parle du patient, on parle de l'entreprise, mais on parle également du gouvernement, tout ce qui est étatique, donc disons le ministère de la Santé, toutes les autres structures sous tutelle du ministère, mais il y a aussi par exemple la douane avec laquelle on doit travailler et d'autres autorités. Il y a la société civile qui joue un rôle extrêmement important, les ONG, les associations. En fait, il y a plusieurs rôles, plusieurs joueurs dans ce cadre-là qui ont un intérêt en fait à voir que tout se passe, on va dire, correctement, conformément, éthiquement. Et en fait, quand toutes ces parties prenantes jouent bien ensemble, on est tous en train de respecter les mêmes règles du jeu, ça rend le marché plus égal, ça rend aussi la concurrence entre les laboratoires plus égale et donc à la fin, le consommateur, donc, qui encore une fois est le patient, il a plus de transparence et il peut avoir encore en fait plus de confiance en la structure pharmaceutique, en la structure de la santé. Vous avez focalisé la discussion là sur le secteur pharmaceutique par rapport au laboratoire. Alors, comment on peut dire que ce laboratoire, il est conforme par rapport aux règles et il respecte les normes éthiques? C'est en fait, je dirais, comment dire qu'il respecte les règles. Là, il faudrait toujours faire du contrôle interne, contrôle externe, des audits, pour voir comment il se comporte réellement. Donc, c'est toujours une question des chiffres, par exemple. Qu'est-ce qu'on fait avec l'argent? En fait, où est-ce qu'il va? Et comment on l'utilise. C'est ça, très souvent, la question de base, c'est ce qu'on regarde. Quelles sont les activités? Et après, justement, il y a le volet éthique qui vient regarder et qui se pose la question, est-ce qu'il fallait faire cette activité? Est-ce qu'il fallait la faire en ce moment précis? Qui en a bénéficié et pourquoi? Pourquoi on a décidé de faire cette activité maintenant? Quand je parle d'activité, ça peut être par exemple des parrainages d'entreprises, des parrainages des professionnels de santé pour assister à un congrès à l'étranger. Ça peut être une publication, par exemple, dans un journal scientifique, des dons. Il y a plusieurs différentes activités de ce genre et on se focalise surtout où est-ce qu'il y a un transfert de valeur, c'est-à-dire un transfert de fonds, un transfert d'argent, envers qui et pourquoi. Et pourquoi à ce moment précis? Qu'est-ce qu'il y a autour? Donc, on regarde beaucoup l'intention des collaborateurs du laboratoire pour ensuite donc, identifier est-ce que c'était conforme et surtout est-ce que c'était éthique. Voilà, pour pouvoir identifier après est-ce qu'ils ont un comportement, ce qu'on dit clean business, donc conforme et éthique. Je me rappelle très bien, il y avait une étude en Tunisie l'année 2012, pilotée avec l'OMS,
Ils ont essayé de voir tout le secteur de la santé, et principalement focus sur le pharma, sur 8 volets d'activité. Et le volet qui était le plus susceptible à la corruption, c'était le volet promotion. Donc information médicale ou promotion, c'était le plus risqué d'être touché par ce problème. À quel point on peut baliser ou accompagner ou conseiller les professionnels de santé dans le secteur pharmaceutique qui sont dans le département marketing et vente? C'est une très bonne question. Donc, justement, la promotion aussi, elle est réglementée. Quand est-ce que j'ai le droit de promouvoir? Dans quel cadre? Qui a le droit de promouvoir? Donc, c'est justement les équipes de vente. Et comment ça se fait, de quelle manière? On regarde le matériel qui est utilisé. Et encore une fois, dans quel cadre? Donc, la promotion, si elle doit être transparente envers le professionnel de la santé, on ne peut pas avoir de la promotion cachée. Donc, on regarde tout le matériel, par exemple, utilisé par les équipes de vente, qu'est-ce qu'on est en train de donner, qu'est-ce qu'on est en train de montrer aux professionnels de la santé, dans quel cadre et à quel moment précis. Donc, est-ce que la promotion, elle se fait d'une manière transparente et surtout basée sur la science? Il n'y a pas de la promotion qui se fait en cachette. Donc, quand je dis promotion transparente, ça veut dire, et basée sur la science, ça veut dire que vraiment, quand je suis en train de promouvoir mon produit, je parle de la science. Pourquoi? J'essaie de convaincre le professionnel de la santé ou les autorités de la valeur de mon produit, basé sur la science, sur tout ce qui est peut-être accompagnement patient, etc. Mais la promotion, ce n'est pas, par exemple, offrir des cadeaux ou autres aux médecins. Donc là, il y a justement des règles à suivre dans la promotion. Et je pense que là, c'est un bon moment aussi de parler de pourquoi on a besoin de regarder tout ça. Pourquoi on parle de la corruption? Donc c'est un grand mot à utiliser, mais c'est ça c'est ça le volet sur lequel on focalise dans la compliance. Donc en fait, c'est la lutte contre la corruption. Et il faut savoir que le secteur pharmaceutique, malheureusement, il est mal vu. Donc, il entre un peu dans le même panier avec le pétrole, le tabac, etc. Donc, c'est en fait le point de vue de la société civile. Ils n'ont pas trop de confiance en le secteur. Et c'est là où justement ce volet devient très important. Il y a eu beaucoup de corruption dans le domaine de la pharma. Et là, à travers justement ces règles de la compliance, on a réussi à minimiser, on a réussi à gérer le risque de la compliance. C'est vraiment dans l'intérêt des entreprises pharmaceutiques de gérer ce risque. Mais pourquoi on a ce risque? Pourquoi il existe? C'est parce que dans les entreprises, ce sont des êtres humains qui travaillent. Et même s'il y a des règles à suivre, même si on a tous cette boussole interne qui nous dit est-ce que je devrais le faire ou pas, on peut rencontrer des contraintes. Ça peut être des problèmes au travail, ça peut être de la pression. Donc, on est sous énorme pression d'atteindre des objectifs. Peut-être on a reçu un très mauvais accompagnement, on ne trouve pas les bonnes informations, on ne sait pas comment exécuter son travail correctement, on n'a pas été formé réellement, peut-être on a des soucis dans sa vie privée. Il y a peut-être l'hiérarchie, c'est ça en fait, on va dire le pire cas, c'est quand les pratiques pas éthiques sont en fait exigées par la direction, quand ça devient vraiment une pratique habituelle, systématique au sein de l'entreprise. Et ce genre de cas existe, ça existe partout dans le monde, et c'est pour cela que cet accompagnement, ce soutien par la compliance devient très important pour aider déjà
l'employé donc, qui travaille dans le service vente, département vente ou marketing, de toujours rester sur la bonne voie, savoir naviguer, c'est ce qu'il peut faire, c'est ce qu'il devrait faire. Vous avez parlé de la corruption. Et quand on parle de corruption, il y a deux parties. Il y a le corrupteur et il y a le corrompu. Dans ce cadre-là, vous avez évoqué surtout le focus sur le corrupteur potentiel en tant que pharma qui est souvent visé à attaquer, mais on ne peut pas parler de corrupteur sans corrompu. Alors, quel est le rôle du professionnel de la santé pour le protéger? Le médecin, le pharmacien, l'infirmier, le technicien de la santé, comment il doit se comporter pour être dans la conformité et dans l'éthique? Là, il faut en fait une sensibilisation de toutes les parties prenantes. Sensibiliser les personnes à c'est quoi la corruption et justement c'est quoi les règles. Peut-être est-ce que je peux accepter quelque chose? Est-ce que j'ai le droit d'accepter un cadeau? Est-ce que j'ai le droit de demander? Si j'ai le droit de demander, comment est-ce que ça se fait? Dans quel cadre? Peut-être il y a d'habitude tout doit être documenté. Est-ce qu'il y a un formulaire à renseigner? Est-ce qu'il y a une déclaration à faire auprès des autorités, par exemple? Donc, c'est beaucoup la sensibilisation, aussi comprendre justement c'est quoi la corruption. Parce que peut-être on se dit, bon, j'ai reçu un petit cadeau, c'est rien, qu'est-ce que c'est? Ça m'a pas influencé ou ça ne fait du mal à personne. Et en fait, il faut toujours regarder plus globalement donc l'effet complet et surtout la perception qui joue aussi, c'est un autre mot-clé dans tout ce qui est compliance, la perception. Donc, si en tant que professionnel de la santé, par exemple, j'accepte ou peut-être même je demande, je me dis, bon, c'est pas grave, j'ai besoin peut-être d'un matériel dans mon cabinet. J'ai pas les fonds actuellement pour le procurer, donc je vais faire demande au laboratoire. C'est qui mon vis-à-vis, c'est qui que je rencontre le plus souvent, c'est le vendeur, le délégué médical qui vient dans mon cabinet. Donc je vais lui poser la question, voilà, lui dire j'ai besoin d'un matériel X dans mon cabinet. Est-ce que vous pouvez m'aider éventuellement à le procurer? Donc là, il faut justement connaître les règles. Là, c'est très important en termes de communication. Donc déjà, le délégué médical, il doit comprendre c'est quoi les règles. Même s'il ne sait pas, il doit savoir communiquer pour dire, voilà, moi, je ne peux pas prendre de décision, mais je peux prendre votre question et je vais la transmettre à la bonne personne en interne de l'entreprise. Aussi savoir, par exemple, dire non. Savoir dire, malheureusement, ce n'est pas quelque chose qu'on puisse faire. Et aussi pour le professionnel, justement, de savoir est-ce que c'est quelque chose qui est légitime? Est-ce que c'est réellement la bonne personne à qui poser cette question? Ou est-ce que je devrais m'orienter vers quelqu'un d'autre? Peut-être le laboratoire, ce n'est pas la bonne entité à laquelle poser cette demande. Peut-être il y a quelqu'un d'autre qui pourrait m'aider plus. Parce que, encore une fois, en faisant ces choses, on crée une perception. Le médecin a demandé quelque chose, le laboratoire l'a fourni. Encore une fois, on a le fameux transfert de valeur. Donc, il a reçu un matériel qui vaut un montant X. Et par la suite, on se dit, ah, peut-être, suite à cela, il a prescrit plus le produit X de ce laboratoire-là. Et c'est ça la perception qu'on veut éviter parce que là, encore une fois, la confiance de la société civile des patients, les patients comme toi et moi, nous sommes tous des patients, elle baisse. On se dit, le médecin, pourquoi il a prescrit ce traitement-là? Est-ce que c'est réellement dans mon intérêt parce que c'est le meilleur traitement pour moi ou bien est-ce que c'est pour remercier le laboratoire? Donc, c'est ce genre d'interaction, il faut être sensibilisé, il faut avoir le réflexe, en fait, et regarder. Et là, c'est un travail, ça nécessite un travail entre toutes les parties prenantes. Les autorités tunisiennes, justement, qui doivent sensibiliser à ça, qui devraient publier, justement, des règles, des comportements, des procédures à suivre, claires, quand est-ce qu'il faut documenter, quand est-ce qu'il faut déclarer, dans quel cadre.
Au sein des hôpitaux, par exemple, il peut y avoir des séances de sensibilisation. Avec les laboratoires, donc les laboratoires, ils sont bien équipés aussi à organiser des séances de sensibilisation et surtout les associations, les ONG et aussi, par exemple, s'il y a des associations, des entreprises, des laboratoires dans le secteur, eux aussi, ils peuvent beaucoup aider dans cette sensibilisation. Vous avez vraiment touché le point le plus important pour conclure, c'est la sensibilisation et la formation. Sensibilisation et formation sont les éléments clés pour améliorer la question de la conformité et de l'éthique. Et ceci touche tout le monde, toutes les parties prenantes, le patient, l'association patient, les autorités, le pharmacien, le laboratoire, le médecin, l'infirmier. Donc tout le monde doit être sensibilisé et formé. Certainement, il y a des formations et des modules et des informations clés qu'il faut les savoir et qu'il faut pratiquer avec quelques exercices pour nuancer ce qui est permis, ce qui n'est pas permis et éviter de rester dans le gris. Et le gris, c'est le risque. Alors, je vous laisse le mot de la clôture. Qu'est-ce que vous voulez dire à la fin, Madame Hanna? Merci. Donc, il y a quelques points que j'aimerais bien mentionner. Où il faut faire aussi attention. Donc, quand on parle de la sensibilisation, je pense que le patient, il s'informe. Il ne faut pas l'oublier, le patient, il joue un rôle de plus en plus important. Il s'informe à travers les médias, à travers les réseaux sociaux. Il ne subit plus son traitement. Il prend un rôle décisif dans son traitement. Il s'intéresse et lui aussi, il se sensibilise. Donc, il comprend beaucoup plus comment les choses se passent, quelles sont les questions à poser. Et là, il ne faut pas non plus oublier, il se sensibilise sur son traitement à lui, mais aussi il obtient des informations à travers les médias. Et c'est là aussi, encore une fois, où ce comportement conforme et éthique devient important, parce que surtout aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, où les informations sortent dans quelques secondes, s'il y a un souci, il y a un comportement qui n'est pas éthique, ça va être tout de suite publié dans les médias et ça peut détruire justement le nom d'un laboratoire, d'un professionnel de santé ou d'une autre partie prenante sur le marché dans quelques instants. Et c'est là où c'est très important en fait, encore une fois, de rester vigilant et de respecter les règles. Une autre chose qui est très importante, c'est en fait le volet international. Donc là, on ne parle pas que de la Tunisie, du marché tunisien. On parle aussi des collaborations sur le marché international. On parle beaucoup de la collaboration avec des experts qui viennent de l'Europe, qui viennent des États-Unis, qui viennent de l'Asie, où en fait la réglementation du secteur pharmaceutique est encore plus stricte qu'en Tunisie. Il y a des exigences très strictes en fait qui entourent les professionnels de la santé. Donc si par exemple on fait venir un expert d'un pays étranger, il y a des règles à respecter. Et là, c'est très important, encore une fois aussi, en tant qu'acteur tunisien, de connaître déjà les règles internationales et aussi pouvoir démontrer que nous aussi, on est en train de les suivre, on est en train de les appliquer. Ça rend l'interaction entre les parties beaucoup plus agréable parce que les deux comprennent qu'ils sont en train de respecter le même cadre, ils sont en train de parler le même langage en termes de réglementation, en termes d'éthique. Et ils savent toutes les deux qu'ils sont en train de travailler en fait pour le bien du patient. Donc les deux, ils ont le même but à suivre. Une partie vraiment clé d'un système ou d'un programme compliance, c'est justement la sensibilisation et la formation. C'est l'accompagnement, c'est le soutien des différents interlocuteurs. Est-ce que j'ai accès à une formation qui m'explique
le comment et le pourquoi et surtout le volet pratique. Qu'est-ce qu'on attend de moi? Qu'est-ce que je dois faire pour pouvoir respecter les règles de la compliance? Comment est-ce que je peux comprendre? Est-ce qu'il y a des outils pratiques que je puisse savoir sur moi pour en fait me permettre d'identifier, d'avoir le réflexe de savoir est-ce qu'il faut faire attention ou pas? Est-ce que c'est vraiment la bonne chose à faire à ce moment précis ou pas? Et là, avoir cet accompagnement, aussi accès à des informations, à des personnes qui sont experts en la matière compliance, qui peuvent répondre à des questions, qui peuvent orienter, qui peuvent faire un brainstorming avec les personnes, de dire oui, mais faites attention, il y a un éventuel risque. Qu'est-ce qu'on peut faire pour éviter le risque? Qu'est-ce qu'on peut faire pour le minimiser? C'est un travail avec la direction, c'est un travail avec les collaborateurs, c'est un travail avec les professionnels de la santé, avec les hôpitaux, avec les autorités, pour tout le monde, avoir des lignes d'assistance aussi. Et bien sûr, c'est très important aussi d'avoir des canaux d'alerte, de dire stop, il y a quelque chose qui se passe ici, il faut jeter un coup d'œil. Donc, avoir tout ce cadre-là précis pour aider en fait les personnes à naviguer et à savoir, c'est ça ce qui est important, d'être sensibilisé, de savoir comment agir dans ce cadre-là, comment est-ce qu'ils peuvent obtenir de l'aide, de soutien. Donc, il s'agit d'un partenariat qui accompagne les personnes à prendre les bonnes décisions. C'est ce qui est important, c'est aussi toujours à la direction, au management, d'avoir une bonne connaissance de base, parce que c'est eux les premiers interlocuteurs, c'est eux qui voient l'activité plus grande et qui aident à orienter et qui aident en fait à identifier des risques et à voir où est-ce qu'on doit faire attention, qu'est-ce qu'on peut faire ici pour rendre l'activité justement plus transparente. Qui gagne dans tout cela? Ben, tout le monde et surtout le patient tunisien. Et c'est la personne pour laquelle on travaille et qu'on en fait tout d'une manière conforme, éthique, transparente. On peut tout faire pour améliorer la situation pour le patient. Madame Hana Hekila Tekaya, expert international en conformité et éthique dans le secteur pharmaceutique, merci beaucoup pour ces éclaircissements et ces informations et à la prochaine. Merci beaucoup, à la prochaine.